Ce qui est étonnant ici, lorsque l'on arrive au train à vapeur des Cévennes, c'est deux choses. La première, c'est le gabarit du matériel. On n'est plus dans le petit chemin de fer touristique, en voie métrique ou en voie de 60. C'est ce que nous avons vu dans cette collection DVD. On est en écartement normal. On est au gabarit SNCF, on est en mètre 435, d'où la taille du matériel. Et puis le deuxième, c'est l'importance du matériel au point de vue traction vapeur. Ben oui, c'est tout de même la raison d'être de ce réseau, c'est son originalité, c'est sa force. Alors, petit tour d'horizon du matériel, nous sommes ici à Saint-Jean-du-Gard, terminus de la ligne, qui fut un dépôt très important. Alors, regardez, dans quel état elle se trouve. Cette 040T, la physionomie, elle trahit son origine. Eh bien évidemment, c'est une Allemande de chez Krupp, 1937. On a refait la chaudière, elle est en parfait état. Et elle assure la traction, hein, c'est des coups de collier terribles. Cette 040, tout de même, c'est 1000 chevaux avec un couple. Elle tirait des rames, des trains de charbon de 2000 tonnes. Donc, ça, vous voyez, tout seigneur, tout honneur, c'est la reine, la 040T Krupp. Mais il y en a d'autres. Regardez. Regardez celle-ci. Sa forme trahit son origine. Elle aussi, elle est allemande, avec des roues plus petites, qui lui donnent des coups de collier étonnants. Comme on dit ici, elle ne monte pas au sommet des montagnes, non. On met un câble autour de la gare, on ouvre le régulateur et on arrache la gare avec. C'est ce qu'on disait pour les 141R, c'est ce qu'on fait avec cette 040. Et alors une originalité, cette machine, elle est neuve, elle est en parfait état, elle est de 1949, mais une originalité, écoutez Stéphane, il veut la vendre. C'est une machine que j'ai trouvée dans un ancien musée en Allemagne qui était destinée à être simplement exposée. Le train à vapeur des Cévennes, la CITEV l'a racheté et j'ai assuré la maîtrise d'œuvre pour la reconstruction avec un partenaire en Allemagne, l'atelier de Malova, et on a tout refait. La chaudière est neuve, elle a la particularité d'être une chaudière refaite selon la nouvelle norme CE, donc c'est une machine qui est capable de rouler dans toute l'Europe sur des trains à voie normale, et puis elle est sur Saint-Jean-du-Gard depuis août. C'est tout l'intérêt et tout le savoir-faire de la CITEV, c'est de pouvoir permettre à d'autres réseaux d'acquérir des machines qui sont dans un état de neuf pour pérenniser le savoir-faire ici à Saint-Jean-du-Gard, parce qu'il faut que nos équipes elles aient aussi un autre métier. En Saint-Jean-du-Gard, c'est 13 km et faire ça tous les jours, c'est un côté lassant. Et il faut permettre à nos équipes et à notre personnel d'acquérir d'autres compétences, de la maîtrise d'œuvre, des choses comme ça, de ce type-là, de l'entretien, du suivi d'entretien des machines. Et donc pour nous, c'est une étape supplémentaire qu'on désire franchir. Donc cette machine est à vendre aujourd'hui. Le nouvel objectif qu'on s'est fixé à la CITEV, ça fait 20 ans qu'on est ici à Saint-Jean-du-Gard et on essaye de faire profiter d'autres réseaux qui ont plus de difficultés peut-être financières ou des difficultés techniques, parce qu'aujourd'hui ça devient insurmontable. Les locomotives à vapeur sont toutes usées et il faut passer à la vitesse de la reconstruction et non plus de l'entretien comme on a fait jusqu'à aujourd'hui. On a des locomotives démontées un peu partout en Europe, enfin on n'en a pas 50 mais on a quelques machines à vapeur qui sont à disposition de clients potentiels pour exploiter. Alors on est prêt. Dernier point, ça vaut combien ça ? Aujourd'hui, on avoisine les 700 000 € sur une machine neuve comme celle-là. Troisième machine, cette 030T. Mais attention, celle-ci n'est plus allemande, elle est française. C'est la dernière locomotive à vapeur construite en Alsace, à Mulhouse, par la société alsacienne de construction mécanique qui est venue, vous savez, par la suite, le géant Alstom. Donc une 030T, et non pas une 040T, mais qui est capable de donner de très bons
coup de collier. Mais il y a une autre machine ici que l'on verra peut-être l'année prochaine qui est en cours de réparation, c'est la fameuse 140C27. La 140C27 a la particularité d'être la dernière machine à vapeur de la SNCF à avoir roulé dans l'est de la France, près de Sarreguemines. C'était un train, en quelque sorte, un train ouvrier. Et cette machine est donc en réparation, toujours les mêmes problèmes de chaudière. La réparation de la chaudière se fait en Pologne et le mécanisme, l'embiellage, lui, dans l'ex-Allemagne de l'Est. Et donc avec, vous voyez, un parc de 4 vapeurs, ce réseau est capable de vous donner du très joli spectacle. Mais ce n'est pas tout. Il y a, regardez, du diesel. Alors, du diesel, il y en a. Il y a bien sûr les locotracteurs. Gaston, ben non, bien sûr, en l'honneur de Gaston Moïse. Et puis, vous voyez, là, il attend la réparation parce qu'il a un problème de moteur. Là, l'autorail, le Renault, le VH24, problème de moteur. Si vous trouvez des pièces détachées, si vous trouvez des pistons, des embieillages, messieurs, vous êtes les bienvenus. Et puis, il y a le parc de voitures, extrêmement important. Regardez, vous voyez, celles-là, elles sont caractéristiques, celles-ci. Vous voyez, crème. C'est 3 voitures de ce qu'on appelait le réseau Bastille. Des voitures poste, avec toute l'équipe, là, qui est en plein effort au pied. Et puis, des voitures qui étaient transformées pour être des baladeuses. Parce que lorsqu'on se promène sur cette ligne qui va de Anduze à Saint-Jean-du-Gard, je vous invite absolument à parcourir. Ben, on en profite vraiment sous le beau soleil des Cévennes que dans les baladeuses. Paul, c'est combien de temps là pour la mise en route, l'allumage, graissage? Oh, 3 heures en tout. 3 heures? Oui, de 2 à 3 heures. Oui. Ça dépend si on veut. On peut le faire vite aussi. On peut se dépêcher à la mettre sous pression, mais c'est pas bon pour la mécanique. Il vaut mieux qu'elle prenne bien son temps parce que tout travaille quand elle chauffe. Donc plus c'est long, c'est bon. C'est plus 2 heures quand elle a chaud de la veille. Mais quand elle est froide de la veille, c'est 3 heures. Qui vous a appris à allumer et à graisser aussi? Depuis tout petit, c'est mon père qui m'a mis dedans, qui m'a beaucoup appris. Alors, il m'a beaucoup appris. Puis après, quand je suis venu travailler ici, c'est un formateur qui m'a appris à... Vous êtes salarié, donc ici, vous êtes à temps plein ici? Saisonnier, juillet-août. Le reste du temps, je fais mes études. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous préparez? Donc là, j'ai fini mes classes préparatoires. J'ai fait maths PMP, donc maths physique. Et maintenant, j'ai réussi mon concours et je passe en magistère de maths à Rennes. Donc rien à voir avec ça, quoi. 2 univers complètement différents. Oui, complètement différents. Je voulais que ça reste une passion en fait. Je voulais que ça reste des vacances, vraiment. Et à chaque fois que je suis ici, je suis vraiment heureux, quoi. Quand j'entends tractionner, c'est magnifique, c'est magique et c'est pour ça que je suis là.
Ça, c'est une grosse machine. Si, mais on a échangé depuis longtemps. L'artisan de cette très belle réussite, c'est François Zéllinger. Un homme qui n'en est pas, je voudrais dire, à son coup d'essai. Comment François Zéllinger est-il arrivé ici, dans le Gard?
C'est un petit peu une histoire de famille, puisqu'à l'origine de toute cette aventure, c'est mon frère Benoît qui était le grand passionné de chemin de fer touristique, qui a racheté la célèbre 140 C27 que l'on est en train de restaurer actuellement, et qui s'est lancé dans cette aventure en voulant faire son métier de sa passion. Et quand il a trouvé la ligne d'ici, Anduze-Saint-Jean-du-Gard, il a dit c'est là qu'on pourra créer quelque chose qui structurellement sera professionnel. Et il m'a demandé de le rejoindre. On était en association et on avait circulé sur plusieurs réseaux. On avait circulé sur le chemin de fer de la Dollère et tout au début, donc en Alsace, et tout au début, on avait circulé sur le chemin de fer d'Ottrott-Rosheim, donc près d'Obernai. On voulait gérer un réseau et puis on voulait vraiment pouvoir le professionnalisé à 100%, c'est-à-dire qu'on ne souhaitait pas avoir un mixte entre l'association et les professionnels. Donc on a préféré franchir le cap, ce qui a été un petit peu plus difficile je pense, et créer une structure 100% professionnelle. Donc ici à Saint-Jean-du-Gard, ça a été rendu possible d'une part par la municipalité qui nous a accueillis les bras ouverts et qui nous a bien soutenus dans le lancement de ce projet, et puis grâce aussi au contexte touristique local. C'est vrai que les Cévennes sont une magnifique région qui accueille beaucoup de touristes. Vous l'avez vu, il y a la bambouserie en cours de route, donc on a pu immédiatement développer aussi des produits touristiques et professionnaliser aussi la démarche de commercialisation. Mais là, vous vous êtes attaqué à du gros, alors que d'habitude, les chemins de fer touristiques, c'est du métrique. Là, c'est du lourd, c'est du gros, c'est du gabarit SNCF. C'est de la voie normale avec tout ce qui va à l'échelle et les coûts qui vont à l'échelle aussi, puisque les coûts de maintenance aussi sont importants. On a retrouvé une voie dont la dernière révision datait de 1964. Donc ça, en 1986, voilà, ça a été notre premier grand travail, ça a été de remettre la voie à niveau. Donc là, il y a eu, aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 traverses de changées sur l'ensemble de la voie sur 13 km, sur une voie ferrée qui en compte 25 000 au total, quoi. On peut dire que la voie est neuve, le rail a été changé, on a changé à peu près 15 km de rail, donc ça fait une file de rail entière sur tout le parcours. Voilà, on a fait des gros investissements aussi. Et les locomotives, j'ai vu, qui sont en parfait état, qui sont quasiment neuves. Alors les locomotives, ça c'est des choix aussi, c'est grâce à notre public et à nos voyageurs. Hein. La croissance de la fréquentation sur Anduze-Saint-Jean-du-Gard a fait qu'on pouvait se permettre d'investir, et quand on fait des choix d'investissement, on a toujours fait des choix de faire des travaux de fond. C'est-à-dire qu'une locomotive qui est faite, elle est faite pour 40 ans. C'est-à-dire qu'on refait une chaudière neuve, on refait le mouvement, on reprend les châssis, on reprend tout de A à Z. Combien de voyageurs vous êtes passé, quand vous avez repris ce réseau, vous êtes passé de 30 000 à combien maintenant? Le record est à 157 000 voyageurs, donc on a la fierté d'être le premier train touristique à vapeur français. Et puis voilà, après aussi avec des années très difficiles, l'année de la canicule par contre, où on n'a eu que 124 000 visiteurs du fait de ces aléas météorologiques. Et pour nous, c'est des catastrophes parce que ça nous sape complètement nos capacités d'investissement et de développement. On ne cherche pas spécialement à être bénéficiaire, disons que les bénéfices nous permettent de réinvestir dans le matériel. Un petit bijou comme on a derrière nous, c'est un investissement de 500 ou 600 000 euros. Donc voilà, nous, nos bénéfices, les bonnes saisons, c'est toujours mis à profit pour prendre de l'avance en cas de mauvaise saison à venir. On a une gestion saisonnière de l'activité, on travaille 7 mois par an et on a quand même 14 salariés toute l'année, et en pointe de juillet-août, on est 28 personnes. Il faut aussi s'adapter à la clientèle. Vous avez vu qu'on ne fait pas du 100% patrimonial, on a des belles locaux, on a quelques voitures Bastille qui sont à peu près d'époque, mais on a aussi des wagons découverts, des voitures qui ont été adaptées à la demande de la clientèle, qui ici souhaitaient voyager en plein air, le nez au vent, pour profiter des paysages cévenols. Maintenant, on a aussi une équipe jeune, hein, vous l'avez vu, on a des gens qui ont 30-35 ans, qui ont 10 ans de maison, donc qui ont envie aussi maintenant de développer leur cursus. Et nous, l'objectif, c'est de leur apporter aussi des carrières un petit peu en évolution. Donc aujourd'hui, on reçoit ici des gens pour de la formation. Donc on est devenu centre de formation parce qu'on a un magnifique banc d'essai pour faire tourner des gens sur des machines à vapeur 200 jours par an. Et puis on fait au-delà de la formation, on fait aussi de la maîtrise d'œuvre. Et puis pourquoi pas reprendre une autre exploitation ou se positionner
pour exploiter ailleurs et apporter nos méthodes sur un autre réseau touristique. Et puis on fait aussi de la maîtrise d'œuvre maintenant sur de la vente de machines à vapeur, puisque voilà, on a pris les devants aussi pour restaurer des machines à vapeur. C'est un investissement pour nous et éventuellement on peut proposer aujourd'hui à un réseau extérieur l'achat d'une locomotive à vapeur entièrement restaurée et immédiatement disponible. Oublions pour une fois la technique et laissons-nous prendre par le charme, le rêve et la poésie. Regardez, dans ce décor champêtre, nous sommes sur les rives du Loing, près de Nemours, au sud de Paris. Tout y est, le cadre, mais également ce petit tortillard que nous avons connu dans notre enfance. Ces trains, pour nous les enfants, c'était des tacos. D'où le nom de ce petit réseau touristique, le Taco des Lacs, qui survit grâce à la volonté d'un passionné du chemin de fer, Patrick Moreau. Des tacos, des tortillards comme ceux-là, il y en a eu beaucoup en France. Malheureusement, tous ont disparu, sauf ceux qui ont été sauvés par une poignée de passionnés. Cela présente un double intérêt. Un, cela permet de sauvegarder notre patrimoine, c'est notre histoire, mais ça permet également une activité touristique, parce que les Français, vous êtes bien placés pour le savoir, aiment les trains. Donc ce DVD est consacré au tourisme ferroviaire, autrement dit, la France vue du train. Les petits, les gros. Étant enfant, je me souviens bien m'intéresser plus ou moins au train, mais le déclencheur, ça a été le jour où je me suis rendu compte qu'il existait ce petit modèle de Decauville qui était, à l'époque où j'étais adolescent, j'ai vu ça vers 13 ou 14 ans, et c'est l'époque où je me suis rendu compte qu'il y avait ces trains-là, ils étaient à mon échelle, et j'ai trouvé beaucoup plus esthétique que les vrais trains de taille réelle, et plus abordables, etc. Donc c'est ça que j'ai voulu avoir absolument. Et je crois que j'ai usé mon père jusqu'à temps qu'il fléchisse et qu'il m'aide à construire les premiers wagons voyageurs. Et j'ai ouvert mon premier petit train de promenade, je devais avoir 17 ans, je crois. Alors le Taco des Lacs, il est reconstruit sur le parcours d'un ancien train de sablière. La sablière était en forêt de Fontainebleau et déposait le sable 7 km plus loin au bord du canal pour le transport de ce sable en péniche. Voilà. Et le départ se faisait pour Paris, pour les fonderies, et pour l'Italie également, pour le verre, le célèbre verre soufflé autour de Venise, dans ces coins-là. En fait, ça c'est un réseau reconstitué. Il est reconstitué sur l'ancien parcours d'un réseau de sablières qui a été déferré en 1970. Et moi, je suis allé en Normandie, j'ai acheté un réseau qui fermait, j'ai démonté les rails et les traverses, et j'ai installé mon réseau ici avec. On doit s'exporter maintenant, trouver des choses à l'étranger, en Afrique ou dans les îles du Pacifique, mais il y a beaucoup de matériel. Et je sais que même tous les passionnés n'arriveront pas à tout sauver, voilà, mais il y a un choix assez vaste. Là, j'ai un savoir-faire à la force de faire ce genre de travail. Je me suis entouré d'amis intellectuels qui ont des plans d'autrefois, des historiens. Je me suis entouré de fondeurs, de gens qui ont des savoir-faire pour usiner les pièces, et il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, on sait tout faire. Voilà. Bon, là, le but, c'est de faire un bon feu pour chauffer l'ensemble de l'eau de la chaudière. Ça commence un peu comme un feu de cheminée à la maison. Ça ressemble à ça, voilà. Donc on met du papier, du bois fin. Et on fait un bon feu qui va durer peut-être 2 heures avant que la machine soit en marche, voilà. Ici, on chauffe au bois parce qu'en fait, depuis la tempête de 99, le bois est cassé dans la forêt, donc on a juste à le couper et le ramener ici. Et c'est non polluant et c'est nettement plus propre que le charbon pour le public, même pour nous-mêmes. Voilà. Bon, effectivement, c'est des machines archaïques, alors elles n'ont rien d'automatique. Il est question d'un entretien permanent, de réglage permanent et d'un savoir-faire finalement, oui. À chaque fois que vous mettez en route, c'est l'opération graissage. Oui, effectivement, les pièces sont en mouvement, elles sont extérieures. Il n'y a rien de prévu pour conserver l'huile longtemps. Donc tous les jours, l'opérateur est obligé de remettre l'huile dans les réservoirs d'huile. Voilà. Et c'est un travail qui doit être suivi
et pas négligé du tout, autrement ça peut être la panne. Et votre ennemi ici, c'est quoi? L'ennemi d'ici, c'est le sable, parce que c'est un train de sablière. On a poussé le luxe à remettre du sable sur les voies pour faire train de sablière, mais malheureusement le sable vient se déplacer avec le vent et se colle dans le mécanisme. Donc c'est une lutte permanente de se débarrasser du sable. L'argent, ouais, ça manque énormément. Les pièces sont devenues de plus en plus chères, les fournisseurs excessivement chers. Il faut savoir que si tu dois acheter une roue, régénérer une roue de ta locomotive, il faut à peu près 5 000 € hors taxe. Tu imagines bien que le train, c'est un véritable mille-pattes. Voilà, c'est un exemple. Et c'est pareil pour les sabots du frein, c'est pareil pour toutes les pièces en fait, c'est terrible. Je fais beaucoup de pièces par moi-même. J'ai des fondeurs qui sont conciliants, j'ai des fournisseurs qui sont assez sympas, mais on ne peut pas abuser énormément. Et puis, il y a quand même des choses qu'on doit acheter inévitablement. Voilà. Ça, c'est le problème. Quel est votre métier, votre véritable métier? Moi, je suis dans l'enseignement. Ben oui, je suis professeur de technologie, en fait. Mais je travaille un minimum de temps pour me consacrer un maximum à cette collection, qui m'absorbe tout mon temps, donc, finalement. Et puis, je donne des petites pièces sympas à faire avec mes élèves, ils adorent ça. Ils regardent sur le site, Patrick Moreau, les locomotives, et ils se font le plaisir de m'aider à faire des petites choses quand ils ont un moment libre. C'est très agréable. Quand on a fini le programme, qu'on a un petit peu d'avance, hop, j'amène des petites choses. Ils adorent ça. Et des fois, vous leur faites faire un petit coup de train pour les récompenser? Oui, ils viennent en famille, présenter, revoir la petite pièce en action. C'est sympa. J'aime beaucoup cet aspect-là. Et c'est un aspect amical, voilà. Vous êtes un bon prof. Ils me disent c'est comme une Indiana Jones, vous nous filmez un train dans la jungle et on la revoit ici et après on peut la restaurer et la voir. Le système d'Ecoville, comment ça marche? Je dis bien le système d'Ecoville. De quoi s'agit-il? Eh bien, le d'Ecoville concerne une voie ferrée légère, faite en éléments préfabriqués, posée à même le sol. Petite explication. Tenez, vous l'avez là sous les yeux. Voici un élément de la voie d'Ecoville. Vous voyez, c'est d'abord un écartement réduit, voie de 60. Ensuite, les rails sont rivés directement à des traverses métalliques. Et on constitue donc des éléments qui pouvaient être portés que par 2 hommes. Il y avait des rails droits, des courbes, des aiguillages. De quoi faire un véritable réseau simple, léger, économique, qui ne nécessite pas de grosses infrastructures qu'impose le système ferroviaire lourd. L'application de ce système, eh bien, ça a été de développer des petits trains économiques. En fait, Decoville, c'est le nom d'un inventeur. Paul Decoville, un Français. L'histoire, elle est très belle. En 1876, Paul Decoville n'était pas un industriel. Paul Decoville était un agriculteur, spécialisé dans les betteraves. Et il avait à transporter donc ses récoltes de betteraves jusqu'aux raffineries, jusqu'aux distilleries, aux sucreries. Or, en 1876, la récolte était abondante, mais il avait beaucoup plu. Et de fait, eh bien, les tombereaux, il n'y a pas de camion à l'époque, tirés par les chevaux, s'enlisaient. Et là, Decoville a eu l'idée de se dire, quelle est la seule source d'énergie dont on dispose? Eh bien, c'est le chemin de fer. On est dans les années 70-80, c'est le plein essor du chemin de fer. Oui, mais on ne pouvait pas faire rouler des gros trains dans des champs. Et là, il a eu l'idée donc de ce système léger, dont vous voyez ici, derrière moi, des magnifiques exemplaires au Taco des Lacs, où nous sommes en ce moment. Et là, le coup d'essai fut un coup de maître. 2 ans après, on a multiplié le nombre de commandes qui est passé à 200 installations en France. Coup de publicité formidable, 1889, l'exposition universelle. C'est un petit train Decoville qui a permis le transport du matériel au sein de l'exposition. Et enfin, le véritable essor, eh bien, on le doit à la Première Guerre mondiale, 1914, 1915, 1917, Verdun. Eh bien, pour transporter les hommes, le matériel, le foin pour les chevaux et le ravitaillement, les munitions, eh bien, il fallait les amener, on n'avait pas de camion, il fallait les amener le plus près possible du front. Et il fallait donc un système léger, démontable, en fonction des avancées et des destructions par bombardement. Et c'est ainsi qu'on a truffé le front de système Decoville. Et vous en avez ici au Taco des Lacs, magnifique exemplaire, en parfait état de marche. Regardez, je reviens un petit peu en arrière. Ici, ça, ce wagon permettait de transporter les canons, les mitrailleuses, les munitions et les éléments de voie ferrée. Ça,
Ben, bien sûr, c'était pour les hommes, les banquettes en bois. Et puis là, original, le wagon-citerne pour l'eau. On se comprend, disons pour le gros rouge. Et pour déplacer ces wagons, eh bien, il y a des locotracteurs ici que vous découvrez sur ces images. Donc, à système de voie étroite 60, un matériel nouveau. Et Decauville, donc, a inventé des petits wagonnets qui sont célèbres, que vous voyez ici, wagonnets basculants, des locomotives au tiré, dont vous voyez ici de magnifiques exemplaires, magnifiquement restaurés, et toujours en état de marche. Et le système Decauville, donc, s'est étendu. Mais à la fin de la guerre, il y a eu des milliers de locomotives et des milliers de wagons disponibles, et on les a retrouvés où? Eh bien, dans les usines, dans les distilleries, dans les raffineries, dans les exploitations minières, dans les exploitations agricoles. Et ici, au Taco des Lacs, c'est une ancienne exploitation de sablières. Donc Decauville fut un formidable succès industriel, j'oserais dire, à l'américaine. En fait, c'est une entreprise française. La première usine était dans le sud de Paris, à Évry-Petit-Bourg, puis les installations beaucoup plus importantes à Corbeil, toujours dans le sud de Paris. Et vous avez là un magnifique spécimen ici au Taco des Lacs. Regardez, c'est bien, Société Decauville est née, fabrication à Corbeil, et surtout, regardez cette machine, 1878. Elle est ici en cours de restauration au Taco des Lacs. Je leur souhaite du plaisir, il y a du boulot. Reste que malheureusement, après avoir connu un formidable essor, face à la concurrence de l'automobile et surtout du transport par camion, par manque de souplesse, par manque peut-être de réactivité, l'entreprise qui s'est mise à construire du matériel ferroviaire gros et lourd, notamment des remorques d'autorail pour la SNCF et quelques autorails, eh bien l'entreprise a disparu. On peut le regretter. Mais tout de même, une note d'espoir. C'est grâce à des associations comme ici le Taco des Lacs que ce matériel peut encore survivre en parfait état de marche pour notre patrimoine et pour nos plus grandes joies. Cette année, la fête de la vapeur en baie de Saône est un événement étonnant. Pourquoi? Parce que c'est une fête de la vapeur. Et vous savez que vous aimez ça, et nous aussi, on aime cela. Et regardez, on a revêtu, j'oserais dire, la tenue de combat, comme on dit à l'armée. Plutôt, on s'est mis en tenue, car nous allons rouler, nous allons pistonner, nous allons tenir le manche avec nos vapeurs. Mais cette fête de la vapeur est exceptionnelle, j'oserais dire, par son ampleur. C'est presque, allez, un phénomène unique en Europe. Et oui, ici, à Saint-Valery, on va trouver pas moins de 7 vapeurs en pression en voie métrique. C'est même étonnant. Elles vont marcher, elles vont tirer les rames. Et puis, il va y avoir en voie normale, parce que vous savez que la voie normale arrive à Saint-Valery, et puis à Noyelles, on va voir tout ça dans ce sujet. Donc, revenons à cette fête de la vapeur, qui marque également un anniversaire. Vous la voyez derrière moi, regardez cette machine. Elle a 100 ans. Elle est rutilante, elle est comme neuve. Regardez, je ne l'invente pas. Hein. Daniel, 1909. 2009. Elle a été, je voudrais dire, revue, refaite, remise à neuve par les gens ici de la baie de Somme, par le réseau de la baie de Somme. On les découvrira. Ils ont un savoir-faire, ils ont une expérience, je voudrais dire maintenant, qui est unique en France. Donc, cette machine, c'est une miraculée. Et elle effectue aujourd'hui, ici, dans le cadre de la fête de la vapeur, ses premiers tours de roue. Mais ce qui est intéressant, c'est de connaître son histoire. Regardez cette machine. On l'appelle la Bretonne. C'est une grosse machine. C'était une 230. Sa particularité, c'est qu'elle circulait donc sur les métriques bretons. Elle avait un bogie à l'avant, ce qui lui permettait d'avoir une bien meilleure tenue de vent. Et puis tout de même, la taille, cette machine était relativement puissante. Mais malheureusement, la suite, vous la connaissez, 1967, c'est la fin de ce très beau réseau métrique des chemins de fer bretons. Et là, cette machine était vouée à la ferraille. Sauf que, il y a eu un miracle. Mais ce miracle, il n'est pas venu de la France, tout du moins en ce moment, mais il est venu de la Suisse. Alors, quand le chemin de fer Blonay-Chambly, qui est situé près de Monteux en Suisse, s'est formé,
il y avait très peu de machines à vapeur en Suisse, parce que le réseau suisse a été pratiquement électrifié dès les années 20-30. Alors on a cherché des locomotives à vapeur en Europe, et le réseau breton venait de fermer, et une délégation de cheminots, parce qu'ils avaient des permis, donc ils ont été jusqu'à Carhaix, au dépôt des chemins de fer bretons, et on leur a dit prenez la 332, c'est la dernière qui a été révisée, c'est pour ça qu'elle a été sauvée. Donc vous l'avez acheté, en somme, On l'a acheté au point de la en ferraille. 1968 au prix de la ferraille. On n'a d'ailleurs pas acheté que la machine, on a fait une chose très bien, c'est qu'on a acheté un train avec 2 voitures. Donc elle a roulé en Suisse. Elle a roulé en Suisse de 1969 jusqu'à 1973-14. Et puis on s'est rendu compte qu'elle n'était pas du tout adaptée aux caractéristiques de nos réseaux à voie métrique. Donc c'est vous, Betsom, qui l'avez racheté. Voilà, on l'a racheté parce qu'eux, ils avaient besoin de quelques moyens pour acheter un terrain, donc ils nous l'ont vendu. Et elle a été en bon état? Alors oui, elle était en superbe état, quoi. C'est-à-dire que c'est une machine qu'on n'a pas reconstruite. On l'a restaurée, mais pas reconstruite. C'est-à-dire que la chaudière est ancienne, on a remis des tubes dedans et on a fait une épreuve hydraulique et tout va bien. Et au niveau embiellage, on n'a même pas démonté l'embiellage, quoi. Elle est vraiment en très très bon état. Travaux de carrosserie? Travaux de carrosserie, oui. Alors les traverses de tamponnement, enfin du détail, quoi dire. Et puis on l'a mis en conformité. On l'a acheté en 2003 et on est en 2009. Et là, pour cette fête de la vapeur, ça sera la vedette. Donc premier tour de roue, allez, c'est du live comme on dit, c'est du direct de la Bretonne pour une marche d'essai, je voudrais dire, on appellerait ça en Formule 1 un tour de chauffe, c'est de Saint-Valery jusqu'à Cailleux. Au manche, l'un de ceux qui a participé à la restauration de cette machine, Thierry Lefebvre, et puis derrière la caméra, bien entendu, qui a mis sa tenue de combat, tu es magnifique, Daniel Brosset. Bon voyage.
Balance régulateur. Quand on a un matériel nouveau, quand on a quelque chose d'exceptionnel, on vient forcément ici pour fêter un petit peu l'événement, quoi. C'est normal, quoi. Parce que c'est le dernier bistrot qui reste sur la ligne. Absolument. Il y avait auparavant quasiment un bistrot, et si ce n'est un restaurant dans chacune des gares en fait, du réseau. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la dernière halte, la halte de Hurt. Donc on y tient et on tient à ce que la patronne préserve le réseau, enfin le bistrot le plus longtemps possible. Pour vous, là, c'était quoi? C'est la première marche d'essai, c'est le rodage, c'est le tour de chauffe? Bah, c'est la première marche d'essai, ouais, elle va être en rodage et puis c'est la première mise en pression aussi. Hein. Et pas de problème? Non, tout va bien pour l'instant. Pas de fuite? Il y a eu une petite fuite, mais rien de grave. C'est beau, c'est étonnant. Ah ouais, c'est à force d'en reconstruire qu'on arrive à... Vous avez une sacrée expérience hein, maintenant des machines à vapeur. Hein. Ouais. Ça fait combien de temps que vous tirez le manche? Depuis 92 que je suis salarié chemin de fer à Betsom. Vous travaillez, vous êtes aubergiste ici? Non, moi je suis en retraite, je suis un ancien cheminot. Mais vous travaillez sur le chemin de fer de Betsom avant? Ah non, j'étais SNCF. Je conduisais les trains. Sur la ligne Paris Nord? J'allais au Tréport puis à Lens. Et donc, comment vous avez eu l'idée de... J'ai connu madame, puis je suis arrivé là. Il avait la nostalgie du train. J'ai voulu rester pour voir passer le petit train. Autre centenaire des chemins de fer de la baie de Somme, cette magnifique machine, et oui, c'est une centenaire. C'est la 3714, et regardez bien son nom, Beton-Bazoches. Ça vous dit rien? Eh bien, pour ceux qui connaissent la Seine-et-Marne, eh bien, c'est vrai qu'il y avait un magnifique réseau en voie métrique qui desservait notamment plein de petites gares, dont Beton-Bazoches. Et cette machine qui a circulé sur ce réseau a fini sa carrière à la sucrerie de Nangis, les fameux trains betteraviers. Ça vous rappelle rien? Mais oui, Pithiviers-Toury, avec son magnifique réseau de trains betteraviers. Fort heureusement, donc, elle a été sauvée de la démolition. Elle a été restaurée ici par les mains expertes des chemins de fer de la Somme. C'est-à-dire, c'était la première machine restaurée. Elle a été restaurée en 1980. Chaudière neuve, elle est partie pour un grand tour. Alors,
petit détail technique intéressant, vous voyez bien que cette machine, c'est une 0, 1, 2, 3, 30 et 1. Autrement dit, elle a un bicelle à l'arrière qui permet l'inscription dans les courbes et permet de supporter le poids du foyer. Et apparemment, vous dites, cette machine, elle va circuler, cheminer en avant. Eh bien non, cette machine a été conçue pour circuler, cheminer en arrière. Autrement dit, l'avant n'est pas là, mais l'avant est là-bas, à la cabine. On conduisait cabine en avant. Pourquoi? Eh bien, comme ces petits trains circulaient quasiment dans les villes, de façon à avoir une bonne visibilité et ne pas avoir un long capot devant soi, eh bien, le mécanicien était face à la route dans sa cabine. Alors cette machine, donc, est quasiment neuve. C'est l'une des centenaires des chemins de fer de la baie de Somme. Nous sommes ici à un autre endroit, dans la gare du Crotoy. Le Crotoy, si vous voulez, c'est la branche nord des chemins de fer de la baie de Somme qui contourne la baie par le nord. Et nous sommes au petit matin, en période d'allumage. Vous tournez à droite et il est sur le côté. On regarde ce qui se passe dans le feu. Puis on met un peu de charbon. Pas trop à la fois au début, pour pas étouffer. Au fur et à mesure que ça prend, on rajoute, tout en surveillant toujours le niveau d'eau, s'assurer qu'il y a toujours de l'eau, au moins jusqu'à là, et même un peu plus, jamais en dessous de ça, sinon danger. Donc la pression maximum de la chaudière, c'est la marque rouge sur le manomètre, ce qu'on appelle le timbre, 12 kg. Au-dessus, les soupapes de sécurité s'ouvrent, comme ça, pas de danger d'explosion. Et en pratique, on roule toujours entre 10 kg et 12 kg de pression. Ça, on a de la puissance, on peut réinjecter de l'eau sans souci, on a de la réserve, tout va bien. Il ne faut pas trop laisser tomber la pression, parce qu'après, bon, surtout si on a un train lourd, on n'y arrive plus. Donc le bon chauffeur doit toujours maintenir la pression entre 10 et 12 kg. Tout va bien dans ce cas-là. Donc, ouverture de la porte de foyer permet de voir le feu, surveiller. Est-ce qu'il faut rajouter du charbon? Pour l'instant, ça va, ça brûle bien. Le feu est clair, il n'y a pas besoin de rajouter. Il ne faut pas mettre trop de charbon parce qu'après ça s'étouffe et donc ça n'avance à rien. À la limite, on perd de la pression et on ralentit la montée en pression. Par contre, quand on va rouler, là, il faudra en remettre beaucoup plus souvent puisqu'on tire le train et là, il faut beaucoup de puissance. Mais tout ça, ça vient doucement. Là, pour l'instant, ça fait 3/4 d'heure à peu près qu'on a allumé la chaudière et il faut encore au moins 2 heures pour être prêt à partir. Alors là, je pense que dans 1 heure, on va pouvoir la déplacer. On ira au quai de charbon et on va faire le complément du plein de charbon. On va en finir de remplir le bac à charbon qui est à moitié vide là. Donc ça, c'est assez physique. Il faut remplir des seaux, les passer dans la cabine et les vider dans le bac. Et puis une fois qu'on aura fait ça, il faudra faire le graissage des bielles, des boîtes d'essieu, enfin tout ce qui est mouvement, disons. Et après, pratiquement, on est prêt à partir.
Voilà donc pour nos centenaires. Je vous ai dit, à la fête de la vapeur, et là c'est un record en Europe, pas moins de 7 machines à vapeur en voie métrique vont rouler simultanément. Donc, visite guidée de l'ensemble de parc du matériel. Ici on est dans l'atelier où elles sont stockées, en compagnie, je voudrais dire, de l'aubergiste Arnaud Giron. Arnaud. Alors, première machine, celle-ci, la verte, numéro 25. Elle a une histoire parce que c'était votre première machine ici. Oui, tout à fait. En 71, quand on a commencé l'exploitation touristique, c'est la première machine à vapeur qu'on a restaurée. 0,20. Voilà, une 0,20. Elle est de 1927 et c'est une locomotive Corpé-Louvet qui est très simple de fonctionnement. Donc on a commencé avec une petite machine, avec 3 voitures. Et voilà, on a commencé l'exploitation. On a fait 3500 voyageurs en 71 avec cette machine-là. Et ça aussi, donc, c'est des machines que quand vous les avez reprises, vous les avez restaurées. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, celle-là, elle a été restaurée. Mais elle a toujours la chaudière d'origine. Et elle était très bon état. La chaudière doit être de 1948. Donc ça nous a permis vraiment de commencer dans une bonne condition. Alors, celle-ci, elle a eu une histoire. C'est une acquisition toute récente parce qu'elle a fait la bataille de Verdun. Voilà. Elle a servi ce qu'on appelait le Varino, c'est-à-dire le chemin de fer qui a desservi le front de Bar-le-Duc jusqu'à Verdun. Et elle a été sauvée, elle est classée monument historique, et elle a été sauvée par une association qui est basée à Bar-le-Duc. Voilà. Et donc, regardez, hein, 0,30. Alors, qu'est-ce que vous y faites là? Elle est prête à rouler. Alors oui, là on y fait, au niveau, il y a les gens de la Suzanne qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de la remettre en conformité par rapport à l'emballage, par rapport au fonctionnement. Je ne pense pas qu'elle puisse rouler pour la fête de la vapeur, malheureusement. Mais alors l'histoire de cette machine, elle est vraiment très baie de Somme. C'est que nous sommes ici en baie de Somme et elle était chez le ferrailleur qui se trouve à 2 km d'ici. Pourquoi? Parce qu'en 1943, avec l'opération TOT, les Allemands ont amené beaucoup de matériel pour la construction du mur de l'Atlantique. Donc elle était allée chez le ferrailleur qui s'appelle Monsieur Vaillant. Et en 81, elle est partie à Bar-le-Duc pour restauration. Mais il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que le châssis, les roues, tout le reste avait disparu. Et là, ils l'ont reconstruit, voilà. Ils ont refait, on le verra, ils ont refait les caisses à eau, remis en bas le mécanisme. Bon. C'est une très belle pièce, hein. Très belle pièce. Alors là, vous avez une pièce, très belle pièce, beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, 1919-1920. Voilà, donc ça c'est aussi une reconstruction de la guerre, 1920, construite par les Belges. Parce qu'en France, on avait une industrie qui était malheureusement, après la guerre de 14, un peu délicate. Donc les Belges ont construit des matériels sur le plan français, sur le plan Corpé-Louvet. Et donc ça, c'est notre première locomotive qu'on a restaurée vraiment de fond en comble, quoi. C'est-à-dire que totalement, avec chaudière neuve et tout ça. Et ça, c'était en 1996. Donc c'est une machine qui est en parfait état de fonctionnement et qui va fonctionner à la fête de la vapeur. C'est une 130, mais déjà plus puissante, voilà. Celle-là. Oui, elle fait 30 tonnes. 30 tonnes. Alors ça c'est étonnant. Mon cher Daniel, regardez, elle trahit ses origines. Il y a un détail qui ne trompe pas, vous le voyez. Ben oui, c'est le fameux chasse-buffle. Ça, c'est un petit Roland américain. Vous voyez la taille de l'engin, beaucoup plus grosse. Arnaud, où est-ce que vous avez été pêché, celle-là, l'américaine? Ça, c'est une machine qui est une machine française, déjà. Ouais. Elle est française parce que c'est une machine caille. Donc caille originaire du Nord. Elle a été faite pour quoi faire? Pour faire la construction du canal de Panama, par Ferdinand Lesseps. On sait très bien que la première fois, ça n'a pas marché, c'est avec une banqueroute. Donc Ferdinand Lesseps a déposé le bilan, on sait ce que ça a donné. Les Américains ont repris l'opération et cette machine-là, qui était à voie métrique, est partie à Porto Rico. Donc c'est pour ça qu'elle est marquée FCPR. Voilà, hein? D'accord. Donc voilà, et après en 29, Henry Ford, le constructeur automobile, qui aimait bien les trains, a voulu la sauver, parce que c'était la première machine qui avait roulé à Porto Rico. Donc elle était chez Henry Ford jusqu'en 77, et en 77, elle était en exposition. Et les Américains, sachant que c'était pas une machine française, donc il n'y avait aucun intérêt
aucun intérêt pour eux, l'ont vendu à une banque qui a elle-même déposé le bilan, fait faillite. Oui, ça c'est courant maintenant. Voilà, et voilà, exactement. Et en 1994, un de nos membres, par Internet, un de nos membres est allé aux États-Unis pour voir le propriétaire pour l'acheter. Et elle est là. Et alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que cette machine, Arnaud, était en parfait état. Foyer en cuivre, le mécanisme n'avait jamais servi. C'est ça qui est étonnant. Voilà, tout à fait. Donc, on a eu la chance d'avoir une machine totalement complète avec un mécanisme qui n'avait jamais fonctionné. Par contre, pour des questions de législation, on est obligé de refaire une chaudière neuve, même si la chaudière, elle était en parfait état. Mais au pot du cuivre, ça valait son pesant d'or hein, aujourd'hui. Voilà. Et vous en êtes très satisfait de l'américaine. Oui, ça c'est une super machine. Ça marche super bien. Très très bien cette machine. Alors, s'il faut noter aussi, également, ici, pour ceux qui aiment le chemin de fer, voilà, avec Arnaud, regardez, Daniel, vous vous tournez, regardez, là. Regardez la beauté de cette voiture. Ici, on refait également l'environnement ferroviaire. Il peut y avoir des belles locomotives, il y a du beau matériel, mais également, il y a de très belles voitures. Voilà une voiture, Arnaud, qui a été refaite complètement par vous, ici, dans les ateliers. Voilà. Donc, nous, on en a 9 de voitures voyageurs, on en a 9 comme ça, qui sont aussi, comme la machine qu'on a vue tout à l'heure, une reconstruction de la guerre. C'est-à-dire qu'en 1900, ça date de 1920, voiture belge. Donc, on les refait totalement neuves. C'est-à-dire qu'on repart du châssis et on reconstruit tout. Voilà. On en est à la 4e quand même. C'est la 4e voiture qui a été refaite pratiquement. Tout est complet. Et bien là maintenant, il faut bien préciser, c'est qu'ici, à la fête de la vapeur, vous allez venir, vous allez découvrir cela. Le joyau. C'est l'horlogerie, elle est suisse. C'est une machine à vapeur à crémaillère. Ça, c'est un joujou. Voilà donc pour la visite, mais pas complètement, parce que le clou de cette fête de la vapeur, c'est cette machine. Quand je dis le clou, je devrais plutôt dire le bijou. Magnifique cette machine. Vous voyez son allure? Alors, à votre avis? Allemande? Pas si loin que ça. Elle est suisse, c'est une machine suisse. C'est une machine qui circule sur la Fourca. Fourca, vous voyez où c'est? Saint-Gothard, Zermatt, des rampes de 110 pour 1000. Cette machine fait partie d'une série de 10 construites à partir de 1913 par le constructeur suisse Winterthur et fin d'exploitation 1940 avec l'électrification. Elle a été stockée pendant près de 30 ans, mais en parfait état de marche. Et puis, on en a fait don au fameux réseau Blonay-Chambly à partir de 1970, qui l'a en quelque sorte restaurée, remise au goût du jour, parfaitement entretenue, et elle a fait du service. Donc il faut tout de même les remercier. Alors, particularité de cette machine, vous voyez que cette machine tout de même est imposante, elle pèse 40 tonnes, elle est puissance 600 chevaux, elle est capable de remorquer 60 tonnes en rampe de 110 pour 1000. Particularité également, vous voyez, c'est une 130, mais regardez bien, le châssis est à l'extérieur des roues. C'est la même chose que l'on a trouvé aux États-Unis sur le réseau américain. Vous vous souvenez, de façon à avoir le maximum de gabarit en métrique, eh bien on met les roues à l'intérieur et le châssis à l'extérieur. Mais l'autre particularité, regardez bien, on le voit apparaître ici, c'est qu'elle est compound. Compound, c'est-à-dire qu'il y a cylindre de pression extérieur et cylindre basse pression, on va aller les voir tout à l'heure, à l'intérieur. Mais les cylindres basse pression entraînent un mécanisme, on le voit très bien ici avec les pistons, les bielles, et au lieu d'entraîner un axe, un arbre de roue classique, ils entraînent un mécanisme qui vient sur la crémaillère. Venez voir, c'est intéressant, ça se passe dessous. Voilà, on y est. Regardez bien. Là, vous avez les deux cylindres, les deux pistons BP, qui entraînent par le mécanisme de bielle, ceci, vous voyez, regardez, double roue dentée, double crémaillère, et il y en a une ici et l'autre là. Et les deux mécanismes, eh bien, sont accouplés par des bielles.
ce qui est tout à fait classique. Donc vous avez double machine à vapeur, une machine à vapeur haute pression à l'extérieur et une machine à vapeur basse pression à l'intérieur. Mais ce qui est le plus étonnant, là on est dessous. Et vous allez voir, quand ça fonctionne, c'est de l'horlogerie suisse. Éloignez-vous de la bordure des voies, le train marchandises voyageurs entre actuellement en gare de Noyelles.